Non, c'est bon, c'était connecté pour Out. Yes. Ton volume est ici. La seule chose qu'il ne faut pas toucher, c'est mettre fin à la séance. Je ne touche rien du tout. Voilà. Donc c'est là. Ah, Ok. Katharina, tu peux parler? Margot, tu peux prendre la parole rapidement, juste te dire bonjour pour qu'on puisse t'entendre. Bonjour. Parfait. et on va voir avec Katharina. Katharina? Elle pensait qu'elle avait un problème parce qu'avec Ah. Moi, je peux vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde. Arrête, Nadia. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je suis vraiment désolée pour ça. J'ai aucune idée pourquoi mon ordinateur fait ça maintenant. Ça va mieux. Ok. Très bien. Mathilde. Oui, Bienvenue. merci. Alors, est-ce que ça démarre? Bah, on était en train de mettre tout ça en place et donc c'est bon, tu peux y aller. Je sais, je vois que c'est merveilleux. Et je vois des petites animations partout. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence parce qu'on a un petit programme chargé pour cette table ronde qui rend compte d'une année de travail avec l'équipe encadrante que vous avez déjà là sous les yeux, donc Léa Kimber. Je ne sais pas si Alexandrine est par là, Duprat depuis la Jordanie. Peut-être pas. Non. Il y a Mike Demmel qui est là, qui m'ont beaucoup aidé pour coacher les étudiants de l'atelier du master en sociologie de cette année 2020-2021. Alors, je ne sais pas si tous peuvent s'ils se sont présentés déjà. J'ai peut-être pris un peu en cours de route, mais je sais que tout le monde n'est pas là. Mais je pense que lors peut-être des topos, ils pourront se présenter. Je sais aussi qu'on a invité des gens qui nous ont suivis depuis le début dans cette aventure, des gens de la société civile. Alors, le but de notre table ronde aujourd'hui, c'est de rendre compte un peu aussi de ces travaux qui ont été menés en parallèle sur des axes différents, un axe autour des communications de crise et de risque. Alors, initialement sur 5 pays, mais je crois qu'on va entendre seulement 2 pays, la Suisse et l'Angleterre aujourd'hui par CAM. Et puis, un deuxième axe qui était mené et dirigé par Mike Demmel et Katharina Jungo sur la continuité des soins et comment est-ce qu'on se débrouille quand finalement il y a des injonctions à rester à la maison et comment continuer finalement à maintenir les soins. Et puis la troisième partie de notre atelier était consacrée à des retours d'expérience un peu divers et variés dans différentes entreprises ou lors de différentes, on va dire, situations organisationnelles un peu complexes. Et là, on a eu tout un éventail de situations, en commençant même par des choses très proches de nous, comme la manière dont l'enseignement à distance a pu se recalibrer dans un département universitaire qui est en l'occurrence le nôtre, ce qui s'est passé aussi dans pendant la crise et surtout la deuxième partie, la deuxième vague. La décision aussi de distribuer l'aide alimentaire au Vernet, étude. Puis, dernier point, la manière aussi dont les musées ont dû s'adapter. Ça, c'est Annabella Amora. Je n'ai pas cité les noms, mais peut-être que j'aurai l'occasion de les introduire tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous voulez faire ça. C'est peut-être pas la peine que je donne tous les noms comme ça au tout début. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de dire que tout ça va produire un livre qui va être publié dans notre édition du département qui s'appelle Sociographe à l'automne. Il y a aussi différents supports qui vont être produits rendre compte de certains aspects. Je pense à CAM, peut-être que CAM a déjà fait son topo au congrès de santé publique suisse. Enfin bref, ce n'est pas des sous-produits, c'est des produits dérivés, on pourrait dire, de tout cet atelier. Il y a une profusion de supports ou d'autres manières de communiquer les résultats. Vous allez entendre une première partie aujourd'hui, cet après-midi.
Voilà, alors je crois qu'on commence par la partie communiquer. Si Léa et Mike veulent ajouter quelque chose, tout d'accord? Non, c'était nickel. Ok, alors Merci, sans Mathilde. transition. Alors je vais fermer mon micro, je vois qu'il y a pas mal de bruit. C'est vrai qu'on entend beaucoup de... Moi-même ici, pourtant je suis tout au calme, on entend beaucoup de bruit. Voilà, je laisse la parole sans doute à Cam, ou peut-être... Alors peut-être donner une petite introduction à cet axe-là autour des communications. C'est issu d'un projet qui s'appelle PanFight, qui est financé par l'équivalent de notre FNS suisse, qui est le Conseil de la recherche norvégien. C'est un projet pour 2 ans qui visait à comprendre la communication de crise dans 5 pays et à pouvoir recommander des choses peut-être plus robustes. Les 5 pays étant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège et la Suisse. Donc des pays qui sont très contrastés dans leurs réponses et très contrastés dans leur manière de faire. Et on a là aujourd'hui une présentation de Cam Compari, qui lui s'intéresse aux grands comptes de la santé publique, une comparaison Grande-Bretagne-Suisse. Voilà, alors voilà, vous avez un petit peu ce que PanFight se propose de faire. Voilà, quelles sont les caractéristiques des stratégies de com des gouvernements et des autorités sanitaires dans ces 5 pays, et notamment en lien avec ce qui était préconisé au départ, c'est-à-dire on ne part pas d'une feuille blanche, on part de 20 années finalement de recherche sur la meilleure manière de communiquer en temps de pandémie, et puis patatras, une énorme pandémie se produit, et finalement, est-ce que ça, on dirait en anglais, est-ce que ça hold the water, est-ce que toutes ces communications de crise sur le papier, comment est-ce qu'elles ont été appliquées, ou est-ce qu'elles ont été mises à la poubelle et qu'on a démarré sur une page complètement nouvelle? On est dans une phase là où on a effectivement utilisé pas mal les plans pandémie en ex-ante et ceux qui ont été développés pendant la pandémie. Et on essaye aussi de contrer tout ça, enfin pas de contrer, mais de complémenter tout ça avec des entretiens qualitatifs avec les autorités sanitaires de ces 5 pays. C'est en cours, on n'a pas encore l'analyse de tout ça. Voilà, Cam, je ne sais pas si ça suffit à introduire ton travail. Mike, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Alors, merci Mathilde. J'ai juste un slide de plus et je vais juste parler de nos résultats préliminaires. Donc, comme tu l'as signalé, dans une démarche visant à établir les régimes de communication de risque autour du Covid dans chacun de ces pays, maintenant, nous sommes dans les analyses de ces 5 country reports, donc c'est la desk research, pour arriver finalement à un country report comparatif qui tient la route, où on essaie en tout cas pour faire sens de tout ça, parce que c'est très compliqué de prendre 5 pays assez différents, avec des systèmes de santé assez différents, mais on a mis quand même des mesures en place qui étaient assez semblables, mais pas toujours de la même manière. Donc on est en train de voir comment on va procéder pour la suite. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, on fait, comme tu l'as dit, les analyses des entretiens qualitatifs pour trianguler ces discours et ces pratiques des participants pour les comparer au country report. Donc, ça fait un tout pour avoir vraiment une image complète de qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 pays. Nous cherchons à établir les grandes tendances pour mieux qualifier les réponses de communication de chacun des pays. Et puis la présentation qui suit de Cam va nous donner un exemple d'une façon de comment procéder pour la suite. Alors, je vais laisser la parole à Cam. Attends, juste avant ça, Cam, juste une petite seconde. J'aimerais juste dire un truc. C'est que pour que peut-être on comprenne le paradoxe de tout ça en une seule phrase, c'est qu'on a 5 pays qui sont proches en niveau de vie, très différents en système politique, très différents dans leur, on va dire, organisation politique. Mais ce qui nous frappe, c'est que ces 5 pays, on pourrait penser, en tout cas c'était mon hypothèse, mais
on pourrait penser qu'il y a une sorte de circulation des élites de la santé publique qui fait qu'il y aurait une proximité dans la manière d'appréhender une pandémie qui frappe finalement l'Europe et bien sûr le monde entier. Et en réalité, on observe quelque chose de très différent par pays. Et c'est un peu ça dont il faut faire sens aujourd'hui. On n'est pas au bout de l'histoire, on n'est pas au bout de notre recherche, mais comment des pays qui sont certes différents dans leur taille, dans leur population, dans leur économie, disons, mais qui sont tous avec un niveau de vie important, où on pourrait penser qu'il y a des proximités de réseaux d'acteurs. En réalité, chacun fait son truc dans son coin. L'exemple le plus frappant étant évidemment la Suède, qui a décidé de faire quelque chose de totalement différent. Voilà, c'est juste pour vous dire pourquoi ça nous intéresse et pourquoi on n'a pas encore tout à fait… Ce serait la martingale, en fait, complète, que de trouver pourquoi… de trouver les facteurs déterminants, au-delà de dire « Ah bah oui, ils sont tous différents, il y a des cultures différentes », ce qui va pas nous mener, à mon avis, assez loin. Voilà. Pardon pour la cam, voilà, je me tais. Super, et merci beaucoup et merci pour cette opportunité de présenter ma recherche. Et je m'excuse pour mon français en avance, j'aurais préféré faire en anglais, mais pas cette fois-ci. Alors, mon sujet en général, c'est la communication de crise sur les médias sociaux par les autorités sanitaires suisses et britanniques pendant la pandémie. Alors, nous savons tous que le Covid-19 est arrivé au début de l'année dernière et les autorités sanitaires et les gouvernements ont dû très rapidement mettre en place une réponse, incluant la communication. Et depuis les années 2008, 2009, 2010, on a ces grands médias sociaux qui ont été créés comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter, et ils sont toujours les médias sociaux dominants ces jours-ci. Alors, on peut voir que les autorités sanitaires ont commencé à utiliser ces médias sociaux. Alors là, dans ce graphique, on a les abonnés de nombre de Facebook. Vous voyez en vert, c'est l'OFSP. Alors, ils avaient peut-être 1 ou 2 000 abonnés au début de l'année 2020, et puis on voit très rapidement, vers même pas mars ou avril, ils avaient déjà plus de 100 000 abonnés. Alors, ça montrait qu'il y a des gens qui sont allés pour chercher de l'information dessus. Alors, moi, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, à quelle fréquence sur les médias sociaux. Et il n'y a pas beaucoup de recherche dans cet endroit-là, parce que bien sûr, les médias sociaux sont assez nouveaux et il n'y a pas eu de crise à ce niveau-là jusqu'à présent. Alors, cela m'amène à mes questions de recherche qui étaient à quelle fréquence les organisations de santé suisses et britanniques ont-elles communiqué à propos du Covid-19 sur Facebook, Instagram et Twitter? Qu'est-ce qu'ils ont communiqué plus précisément? Est-ce que la communication a évolué pendant l'année 2020? Et finalement, est-ce qu'il y a des différences entre la communication suisse et britannique? Et comme méthodologie, j'ai fait une analyse de contenu plutôt quantitative et la comparaison entre la Suisse et le Royaume-Uni. Les organisations sanitaires que j'ai choisies pour la Suisse, c'était l'OFSP, ils sont l'Office fédéral de la santé publique, ils sont chargés de la santé publique en Suisse. Au Royaume-Uni, le système est un peu différent. Alors, il y a le National Health Service qui sont chargés en fait de donner le soin et eux-mêmes, ils ont des comptes de Facebook, Instagram, Twitter qui sont même plus grands de ceux de Public Health England, Public Health Wales, Scotland, etc., qui sont plus similaires à l'OFSP dans leur mandat. Et comme plateforme étudiée, j'ai pris les plus grands et les plus utilisés, alors Facebook, Instagram et Twitter. L'OFSP aussi avait un compte LinkedIn, mais ils n'ont pas vraiment utilisé. Alors en pratique, c'était vraiment ces trois-là. Et mes données, j'ai 2335 posts de Covid-19, pardon, de publications en français de Covid-19 que j'ai étudiées. Et juste pour donner un petit aperçu des médias sociaux en Suisse et au Royaume-Uni, la plateforme le plus populaire dans les deux pays, en Suisse et au Royaume-Uni, est le Facebook. Ils ont plus de 55 millions d'utilisateurs. Au Royaume-Uni, 5,6 en Suisse. Instagram, ce qui est intéressant, c'est que la démographie est encore plus jeune que celle de Facebook. Plus de 30% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. Et on voit qu'il y a quand même 32 millions d'utilisateurs au Royaume-Uni et 3,7 en Suisse. Twitter, bien étant le plateforme le plus ancien des trois, et au Royaume-Uni, il est assez populaire. Il a 16,5 millions d'utilisateurs. En Suisse, j'ai trouvé juste les données pour l'année 2018, c'était à 900 000.
Alors, j'ai divisé la période 2020 juste pour aider avec l'analyse entre 4 périodes, mais j'ai aussi regardé des différences chaque mois quand c'était intéressant. Alors, la première période, c'est pré-pandémie, qui va du 1er janvier au 11 mars, quand l'OMS a déclaré la pandémie de Covid. Les premiers confinements nationaux, c'est deuxième période, entre le 12 mars et le 10 mai. Il y a aussi le premier confinement du Royaume-Uni qui commence pendant cette période-là et commence à terminer vers le 10 mai, mais pas vraiment. Et ensuite, la période post-confinement, où on voit vraiment les mesures ont été soulagées un tout petit peu, jusqu'à vers milieu septembre, où bien sûr, les pays ont commencé à réintroduire des restrictions. En Suisse, ils ont fermé les universités et tout ça. Alors, pendant la première période, l'OFSP était actif sur les 3 plateformes et puis surtout sur Instagram, qui était intéressant. Alors, ils ont communiqué à propos des hotlines de COVID, les symptômes, l'hygiène, et chaque publication avait souvent 2 ou 3 messages. C'est pour ça que ces pourcentages sont beaucoup plus que 100 quand on les ajoute. Et ils ont même commencé à parler de rester à la maison vers le début de mars. Sur Twitter, on va voir, ils ont une communication totalement différente et ils ont vraiment concentré sur le nombre de cas, le nombre de personnes testées, etc. Au Royaume-Uni, le NHS n'avait pas commencé encore, mais les comptes Public Health ont commencé quand même à communiquer, surtout sur Facebook et Twitter, des messages similaires à l'OFSP. Et alors, pendant le premier confinement, alors là, la fréquence de publication verra vraiment augmenter. Ils ont commencé à parler de rester à la maison, de garder ses distances, de toutes les mesures, restrictions gouvernementales. Et au Royaume-Uni, ils ont aussi commencé à parler de la santé mentale liée au Covid. En Suisse aussi, mais un peu moins. Et Twitter, pour l'OFSP, était complètement parlait juste des nombres de cas, des nombres de tests. Et un peu, ils partageaient des liens, des conférences de presse du Conseil fédéral. Ensuite, pendant la période de post-confinement, il y a des nouveaux messages qui ont apparu, traçage des contacts, en Royaume-Uni, beaucoup de tests, un peu moins en Suisse pendant cette période-là, et bien sûr les messages de masques qui ont commencé à un peu dominer cette période-là. Pendant les dernières périodes, en fait, on voit vers août et juillet, ils ont commencé à beaucoup moins communiquer, mais c'est remonté vers les 3 derniers mois de l'année. Et bien sûr, en Angleterre, ils parlent au Royaume-Uni, ils parlent beaucoup du vaccin Covid, et un peu moins en Suisse, bien sûr, parce que la campagne était derrière de celle de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et puis, alors, quelques aperçus globaux. Alors, on peut voir, comme je montrais dans le premier graphique, ils avaient une petite présence limitée sur les réseaux sociaux, sauf sur Twitter, les autorités sanitaires, et cela va contre les recommandations de communication de crise, mais peut-être on peut dire que ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il y a autant d'abonnés qui sont venus les premiers mois. Ensuite, on peut aussi dire que la fréquence de publication suit de près l'évolution de la pandémie en Suisse et au Royaume-Uni. Alors, comme vous voyez un peu les vagues, pendant la première vague, il y a beaucoup de communication. FOPH, ça c'est l'acronyme anglais de l'OFSP, ils ont beaucoup communiqué, partagé plus de 60 messages pendant le mois d'avril, et puis après ça baisse, ça baisse, ça baisse. Jusqu'au mois d'octobre, on voit que ça remonte, juste un peu comme les cas que vous voyez à droite. Et puis, on peut aussi dire que les messages qu'ils ont recommandés, les autorités sanitaires du Royaume-Uni et de la Suisse, ils ont suivi ce que le CDC recommande dans son Crisis and Emergency Risk Communication Model. Leur communication était assez bidirectionnelle. En Suisse, ils répondaient aux commentaires des gens sous les posts, mais je ne sais pas à quel niveau systématique. Au Royaume-Uni, ils ont fait des sondages et ils revenaient avec les résultats. Les messages faisaient la promotion d'actions spécifiques que les gens pouvaient prendre. Ça, c'est une recommandation de l'OMS. Et les messages d'hygiène et mesures préventives, ils ont recommandé tout au long de l'année, sans beaucoup de changements. Et le message de garder ses distances et rester à la maison vraiment dominé étaient les plus courants en 2020. Et finalement, pour voir un peu quelques différences entre le Suisse et le Royaume-Uni, la Suisse, leur communication était axée sur Facebook et Instagram. Comme j'ai mentionné, sur Twitter, c'était complètement différent leur communication. Au Royaume-Uni, c'était plus divers, même si c'était quand même limité. Alors, ils ont parlé des choses comme récupérer de la COVID, long haul COVID, des choses que la Suisse n'a pas vraiment parlé. Et ils ont aussi, par exemple, ciblé les femmes enceintes, encore quelque chose que la Suisse n'a pas vraiment fait. Et leur communication était axée sur Facebook et Twitter et beaucoup moins sur Instagram, même si, par exemple,
chaîne de NHS UK est allée de 58 000 abonnés à 391 000 abonnés en 2020, qui est une très grande hausse, mais ils ont très rarement communiqué dessus. Et juste pour finir, ça amène à une limite de ma recherche, c'est que je n'ai pas pu inclure les Instagram Stories, qui est un moyen de communiquer très grand sur Instagram, mais je n'avais pas les données et je ne suis pas sûr à quel niveau ils ont communiqué là-dessus. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez des questions, des commentaires, je serai ravi de les entendre. Ah oui. Alors, merci Cam. Merci. On va maintenant passer à la partie soignée de notre projet. Donc, je laisse la parole à Dr Katharina Jungo. On n'a aucune chance collègue. d'avoir des questions. On ne peut pas faire des questions, c'est après les questions, c'est ça? Les questions, c'est tout à la fin. Ok, sorry guys. Prenez des notes et puis on garde les questions et puis on en discute à la fin. Ça va être des grosses discussions. Donc, je passe maintenant la parole à Katharina Jungo. Merci beaucoup. Je vais maintenant introduire la partie sur les soins de cette table ronde et je vais principalement vous parler de notre projet sur la continuité des soins pour les patients et patientes à risque pendant l'épidémie du COVID-19. Next slide. Comme tout le monde le sait, en début de l'année 2020, le COVID-19 est arrivé. Et en même temps, il y avait un grand nombre de patients et patientes avec des maladies chroniques qui ont besoin de soins réguliers et qui ne savaient pas comment allaient être leurs soins pendant la pandémie. Aussi, les médecins de famille étaient confrontés à des difficultés et avaient des incertitudes au début de la pandémie. Et il y avait, nous, un groupe de chercheurs et chercheuses qui travaillent dans les domaines de la recherche sur les services de santé. Et c'est comme ça que notre projet sur la continuité des soins primaires pour les patients et patientes à risque pendant l'épidémie du COVID-19 est né en printemps 2020. Prochain slide, merci. Les questions de recherche du projet étaient les suivantes. Premièrement, quelles étaient les expériences des médecins de famille au début, pendant et après la pandémie du COVID-19 concernant la prise en charge des patients et patientes à risque? Et deuxièmement, quelles ont été les expériences des patients et patientes à risque avant, pendant et après la pandémie concernant leurs soins primaires? Pour définir les patients et patientes à risque, nous avons utilisé la définition de l'Office fédéral de santé publique du mars 2020. Dans notre projet, nous avons utilisé une approche de méthode mixte qui combine des données et des techniques de recherche quantitatives et qualitatives. Prochain slide. Pardon. Maintenant, ok, merci. Désolée. Dans la partie qualitative du projet, nous avons fait 59 entretiens qualitatifs. Il y en avait 23 avec médecins et 36 avec patients. Les entretiens ont eu lieu en Suisse alémanique et en Suisse romande, notamment dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Berne, Valais et Argovie. Dans la partie quantitative du projet, nous avons utilisé les données du projet FIRE. La base de données du projet FIRE est basée à l'Institut de médecine de famille de l'Université de Zurich. Elle contient des données anonymisées provenant de dossiers de santé électronique. La base de données contient des informations sur les diagnoses, les médicaments, les valeurs de laboratoire et les données vitales. Il y a presque 700 médecins qui régulièrement exportent leurs données. Sur la carte, vous pouvez voir où se trouvent ces médecins en Suisse. En total, il y a des données de presque d'1 million de patients et patientes. Oui, tu peux avancer. Merci beaucoup. Dans une première analyse quantitative, nous avons comparé le nombre de consultations attendues avec le chiffre observé pendant la première vague du COVID en printemps 2020. La ligne bleue montre les valeurs observées en 2020. La ligne pointillée et la barre grise montrent la valeur prognostiquée ainsi que l'intervalle de prédiction que nous avons calculé basé sur les données de 2019 et 2018. Nous avons observé que le nombre de consultations hebdomadaires était inférieur aux provisions de à peu près 16% pour la population totale, les patients souffrant d'hypertension, les patients avec des maladies cardiovasculaires et les patients diabétiques. Pendant la première vague, il y avait donc une diminution importante dans le nombre de consultations en médecine de famille.
Et maintenant, je donne la parole à Margot Dubois qui parlera de son projet sur la catégorisation et l'identification des patients à risque. Bonjour, du coup, moi je vais vous parler de la catégorie à risque avec ma présentation qui s'intitule Être à risque à l'ère du Covid-19, une étiquette qui circule entre autorités sanitaires, médecins, patients, patientes et proches. On peut passer directement à la... Merci. Du coup, en Suisse, il y a 2,6 millions de personnes qui sont à risque selon l'Observatoire suisse de la santé. Il est donc important de se demander ce que ressentent ces personnes et de questionner la catégorie. Donc, je me suis demandé comment la catégorie des personnes à risque face au Covid-19 est-elle appropriée par les médecins généralistes et quelles sont les implications quotidiennes pour les patients et patientes à risque. Donc, sur son site, le FSP précise que les personnes à risque sont des personnes vulnérables parce que l'infection au coronavirus peut être dangereuse car elles peuvent développer une forme sévère de la maladie. Il est également important de se questionner sur la catégorie des personnes à risque parce qu'elle va évoluer au cours de la pandémie. Donc, le 28 février 2020, l'OFSP précise sans détailler que certaines personnes sont particulièrement vulnérables avec un risque accru de complications. Et le 13 mars 2020, elle va lister les facteurs rendant certaines personnes plus vulnérables. Et après, au fur et à mesure de la pandémie, cette catégorie va être affinée, détaillée. Et il y a même certains profils de personnes qui vont être ajoutés, comme les personnes ayant une obésité, les femmes enceintes et les personnes ayant une trisomie 21. Du coup, dans la littérature, avant la pandémie, on constatait qu'il y avait des différences de discours autour de la santé, avec une prédominance du modèle biomédical, et donc certaines personnes pouvaient s'identifier à ces critères biomédicaux et d'autres être catégorisées comme telles. Et l'idée, c'est qu'avec la pandémie de Covid-19, il y a une nouvelle dimension de la santé qui arrive, c'est l'étiquette à risque. Et donc, moi, je vais m'intéresser à l'identification, à la catégorie à risque et la catégorisation. Et donc là, il y a un nouvel acteur qui rentre, c'est l'OFSP et les autorités sanitaires. Au niveau de la méthode, donc j'ai participé à la récolte des données sur la continuité des soins qui a été présentée juste avant et donc on a mené des entretiens qualitatifs semi-directifs en ligne ou par téléphone. Et moi, je me suis basée sur 12 entretiens avec des médecins généralistes et 19 avec des patients et patientes à risque. Donc, en fait, on a sélectionné les médecins généralistes et ensuite, c'est ces mêmes médecins généralistes qui devaient recruter 2 à 3 de leurs patients et patientes à risque. Donc, ensuite, on a fait de la retranscription, du codage et puis de l'analyse avec l'utilisation de verbatim. Et j'ai aussi comparé les... Donc là, on peut passer sur la slide suivante. Donc, les médecins, ils devaient remplir un tableau en précisant pourquoi leurs patients et patientes sont à risque. Et donc, moi, j'ai comparé ces critères biomédicaux avec le discours des patients et patientes pour une sous-partie de mes résultats. Au niveau de la méthode, il y a eu quelques difficultés, il y a eu quelques biais par rapport au recrutement, c'est-à-dire que les patients et patientes, pour pouvoir discuter lors d'un entretien, devaient avoir un état de santé relativement stable. Et on a une majorité de personnes âgées dans l'échantillon. Donc, il y aurait certainement eu des résultats différents avec des patients et patientes à risque plus jeunes. Il y a également eu quelques difficultés liées aux entretiens à distance, c'est qu'avec les entretiens en visio, on n'a accès que partiellement au langage verbal et à l'environnement de la personne. Et ça, c'est des dimensions auxquelles on n'a plus du tout accès avec les entretiens téléphoniques et ça rend aussi difficile l'interprétation des silences. On ne sait pas si les patients et patientes réfléchissent ou reprennent leur respiration. Enfin, voilà, c'était assez intéressant comme exercice. Et il y a la complexité du sujet abordé pour les patients et patientes, c'est-à-dire qu'ils devaient parler de leur état de santé et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, au niveau des résultats, le premier, c'est les réajustements de la catégorie de l'OFSP par les médecins. Donc, on voit que les médecins ont un besoin de définition. Le docteur Chaudet demandait « Alors, vous dites à risque de quoi? De mourir ou à risque de faire des formes graves ?» Et on voit que dans les entretiens, c'est ces 2 formes de risque qui ressortent le plus. Ensuite, il y a également une hiérarchisation du risque qui est mise en avant par les médecins avec une distinction entre le moyen risque, le très haut risque, le haut risque. Par exemple, les obèses légèrement hypertendus, ce n'est pas la même chose qu'un vrai obèse vraiment hypertendu et puis diabétique. Après, il y a d'autres médecins qui vont ajouter des personnes sur la liste des personnes à risque en jouant sur la notion même de risque. Par exemple, il y a un médecin qui a précisé que les personnes ayant une trisomie 21 étaient à risque de transmission. Donc ça, c'est avant qu'elles soient officiellement considérées comme étant à risque.
les personnes en EMS aussi qui étaient les plus à risque de mourir selon un médecin, et les jeunes qui étaient à risque de ne pas avoir recours aux soins. Et il y a aussi des médecins qui vont apporter des nuances pour éviter que toute la population soit considérée à risque, comme le docteur Duvanel qui précise que presque la moitié de la population des plus de 50 ans est hypertendue. Dans ce cas-là, tout le monde est prioritaire et tout le monde est à risque. Ensuite, le second résultat, c'est la perception et la description de la santé. Donc là, c'est le processus identification-catégorisation sans parler de l'étiquette à risque. On s'intéresse donc au discours autour de la santé. Et au niveau de la perception de la santé, donc les patients, pour parler de leur bonne santé, l'ont fait en relativisant. Par exemple, on voit là, cette dame, cette patiente qui précise « pour mon âge, je touche du bois, ça va pas mal ». Et pour parler de la mauvaise santé, on a encore de la relativisation, c'est pas idéal. Et il y a souvent une datation qui, les patients et patientes qui se décrivaient en mauvaise santé, précisaient c'est depuis 3 ans, depuis 2015, depuis une opération, des choses comme ça. Et ensuite, pour comparer l'état de santé, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est regarder les critères biomédicaux avancés par les médecins avec les entretiens des patients et patientes. Donc, on voit 2 cas de figure. Une convergence, c'est quand les médecins et les patients sont en accord sur l'état de santé des personnes. Il y avait par exemple un patient qui s'est décrit en bonne santé et il était présenté par le médecin à risque seulement par le fait d'être âgé. Et ensuite, il y a des divergences. Donc, par exemple, Madame Ferretti qui précise qu'elle a toujours été en bonne santé, elle a toujours eu de la chance pour ça. Et on voit, en regardant les critères avancés par les médecins, qu'en fait, elle est à risque par l'âge, l'obésité, l'hypertension artérielle et un lymphome. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et ensuite, on peut se demander comment le virus va perturber cette bonne santé. Et là, on a 2 cas de figure extrême. Donc, il y a les fatalistes et ceux pour qui le virus n'est pas un perturbateur de l'état de santé, qui le considèrent comme bon ou mauvais, comme Madame Courvoisier. Et à l'inverse, on a les anxieux et anxieuses pour qui le virus va être une perturbation à la bonne santé ou une aggravation à la mauvaise santé. Par exemple, on a cette patiente qui se considérait en bonne santé, mais qui, avec l'arrivée du virus, va devenir encore plus anxieuse. Et bien sûr, entre les fatalistes et les anxieux et anxieuses, il y a des cas de figure, d'autres cas de figure. On peut passer à la suivante. Et donc là, on va voir la perception et la description du risque à l'ère du Covid-19. Donc c'est comme ce qu'on vient de voir, le processus identification-catégorisation, mais là précisément autour de l'étiquette à risque à l'ère du Covid-19. Donc il y a une identification à la catégorie à risque. Donc ça, c'est pour les personnes, les patients qui avaient conscience de la vulnérabilité que leur apporte leur état de santé face au Covid-19. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, ce sont les anxieux et anxieuses, et ça conduit à 2 conséquences. Ils s'isolent et ils surveillent ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, Madame Barillon précise que lors du premier confinement, même si je devais acheter un truc essentiel, j'y allais pas. Et on voit aussi qu'ils évitent pas, il et elle évitent les objets. Par exemple, Madame Grand, lorsque l'étudiant qui lui fait ses courses revient avec les sacs, elle lui précise de vraiment poser à côté de la table et elle va laver tous ses fruits et légumes avant de les mettre au frigo. Et ensuite, il y a les patients et les patientes qui sont catégorisés comme étant à risque. Donc, c'est ceux qui ne se sentent pas nécessairement vulnérables. Donc, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, ce sont les fatalistes. Et là, ça va amener à de l'isolement, donc par les proches, parce que les proches avancent le fait qu'ils se sentiraient coupables en cas de transmission du virus. Et ça amène à un sentiment complet d'abandon. Et pour les personnes dont les risques est visible, c'est-à-dire les personnes âgées, il y a également un isolement par l'environnement. Donc, par exemple, Madame Cossy qui précise dans des magasins, je me suis fait agresser parce qu'on voyait que j'avais plus de 65 ans. Alors moi, j'en ai souffert psychologiquement. Et ça, c'est un phénomène qui a été également relevé par un docteur qui précise cette crise finalement favorise un certain agisme, une certaine discrimination par rapport à qui ils sont et ceux qu'ils représentent. Et donc, pour finir, donc, il y a la vaccination. Donc, ce n'était pas une thématique qui était abordée dans nos grilles. Et donc, les entretiens, ils ont été menés à peu près en février. Donc, ce n'était pas aussi vaste que maintenant, mais les patients et patientes ont évoqué la vaccination comme un moyen de se sentir moins vulnérable. Donc, on assiste à une généralisation de l'identification parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les personnes qui s'identifient comme étant à risque sont celles qui vont avoir conscience de la vulnérabilité que leur apporte leur état de santé. Donc, comme les patients et patientes se sentent moins vulnérables, ça nécessite qu'à un moment donné, ils se soient sentis plus vulnérables. Ça va être également un moyen de se sentir plus libre de reprendre certaines activités. Et on voit également une concentration des discours sur la vaccination autour des personnes à risque, donc le discours des médecins. Les médecins, ils ont précisé qu'ils recommandaient
fortement le vaccin aux patients et patients par risque, et également une concentration des discours des proches avec des injonctions plus ou moins fortes. Donc là, il y a un exemple assez fort avec Madame Grand qui précise « J'étais pas très chaude au départ et puis mon fils m'a plus ou moins poussée en me disant « Mais quand même, tu es un sujet à risque, tu n'es pas en très bonne santé. » Du coup, voilà. Il me reste juste. Et du coup, l'idée aussi de la table ronde, c'est de voir l'essentiel avec le Covid-19. Et donc, l'essentiel de la catégorie pour les médecins, c'est qu'on voit qu'il y a un travail d'appropriation qui est fait pour pouvoir assurer les soins aux patients et patientes concernés en apportant des nuances, des éléments de définition et d'hiérarchisation. Et l'essentiel de la catégorie pour les patients et patientes, c'est que ça implique au quotidien de faire encore plus attention à son état de santé si on se sent plus vulnérable ou de faire face aux injonctions et aux applications quotidiennes. Voilà. Ok, je commence. Oui. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Kate. Moi, mon étude s'est focalisée sur l'impact du Covid dans un EMS à Genève. Et à côté de moi, à ma droite, j'ai le plaisir de vous introduire Florian Hübner, qui est le directeur de l'EMS où j'ai fait l'étude. Et après ma présentation, il va donner aussi son avis sur ce qui s'est passé sur l'étude et ce qu'il a envie de partager avec vous. Donc, j'étais très interpellée par ce qui s'est passé dans les EMS parce que dans tous les pays dans le monde, peu importe le système de santé, le système social qui existe, tous les pays qui ont des maisons de soins pour personnes âgées ont été vraiment impactés par le Covid-19 avec une proportion importante des décès et des contaminations dans les maisons de soins pour personnes âgées. Donc, je voulais vraiment aller derrière les chiffres et comprendre comment ça a été vécu par les équipes qui travaillent dans un EMS, comment la crise sanitaire a impacté leur travail, leur mission sociale, comment est-ce qu'elles ont dû s'adapter et quels recours ils avaient, qu'est-ce qui les a aidés, et quels facteurs sous-jacents de l'organisation les a aidés à faire face malgré toutes les difficultés. Donc, pour ça, j'ai d'abord fait certains entretiens exploratoires dans 7 EMS différents en Suisse romande. Et après, j'ai fait un cas d'étude dans un EMS à Genève, où j'ai interviewé surtout les collaborateurs de tous les secteurs de l'EMS, les services des soins, l'administration, l'animation, l'équipe d'hôtellerie et toute l'équipe de direction, et aussi 6 résidents. Un limite, c'est que je n'ai pas fait d'entretien avec des familles, je n'ai pas cherché à faire ça, je n'avais pas la capacité. Et puis, le but, c'était vraiment de comprendre l'expérience des gens qui étaient à l'intérieur. Donc, juste de façon très globale, il y a quand même 2 pôles de tensions qui ressortent, qui peut-être est vrai pour toute la société que pas les EMS, mais en tout cas, ça ressort dans les EMS, c'est qu'il y a une approche très importante des soins et des prises en charge individuelles qui tournent autour de la personne, de l'individu, du résident. C'est le centre de l'attention pour tout le monde. Et en même temps, il y a une priorité de protection du collectif. Donc, c'est une tension voilà, qui est peut-être plus aiguë dans un EMS parce que c'est un lieu de vie privée, c'est un lieu de vie pour les résidents, c'est leur intimité et leur vie privée aussi. Tu peux passer au prochain slide. Mais il y a 2 situations qui se dégagent, qui doivent être différenciées dans mon point de vue. Une, c'est quand il n'y a pas de cas COVID-19 dans l'EMS, donc les ressources de l'EMS ne sont pas directement touchées par la pandémie. Cette situation dure longuement, c'est presque toute la période de la pandémie. Et les équipes doivent concilier 2 priorités qui parfois peuvent paraître contradictoires. C'est la protection du virus, c'est protéger du virus, et en même temps protéger les résidents dans leur vie affective, dans leur vie normale. Il faut surtout essayer d'éviter la situation numéro 2, c'est leur préoccupation. Et la situation numéro 2, c'est quand il y a une flambée au sein de l'EMS. Et elle est totalement différente, cette situation, parce que les ressources principales de l'EMS sont impactées, c'est leurs ressources humaines, les équipes. Et donc, ça change comment ils doivent s'organiser en interne. C'est une réorganisation totale en interne. Et les priorités changent un peu pour vraiment assurer les services de base pour tous les résidents et les services prioritaires pour ceux qui sont malades ou qui sont très dépendants, et puis de couper la transmission au sein de l'institution. Prochain slide. Ça, c'est juste pour vous montrer visuellement, je ne sais pas si ça aide beaucoup, mais en jaune, en gros, on voit la première situation qui est de concilier ces 2 priorités qui existent pendant presque toute la pandémie. On voit les 2 vagues, là, ça c'est le nombre de cas COVID-19 à Genève, ça vient du canton. Et puis en bleu, on voit la situation très aiguë quand il y a une flambée dans l'EMS qui dure
très peu de temps, 3 à 4 semaines, mais qui est très, très intense. Pour les gens qui le vivent, ils ont l'impression que ça durait des années des fois. Et vraiment, c'était très intense. Le prochain. Donc, dans la première situation, c'est surtout de concilier ces deux priorités. La protection du virus et protéger la vie affective, la vie normale du résident. Ça nécessite un nouveau rôle pour les équipes qui est un peu contrôleur sanitaire. Tout le monde va apprendre les nouveaux protocoles, à mettre en place des désinfections, des distanciations sociales. Il faut réaménager les activités, les restaurants. Mais les équipes doivent apprendre ça. C'est une difficulté au début parce que les informations changent beaucoup. Qui porte des masques, pour combien de temps, comment on fait. Comme pour tout le monde, ça change. Mais aussi, les équipes doivent mettre ça en place avec les résidents, expliquer pourquoi il y a ces changements, pourquoi il y a des changements avec les visites des familles. Et des fois, ça peut être inconfortable de demander aux personnes âgées de garder une certaine distance physique. On a l'habitude peut-être de tenir la main de quelqu'un. Donc, ce n'est pas évident non plus. Et la distanciation physique et l'utilisation des masques aussi rend difficile la compréhension pour les personnes qui sont malentendantes. Et puis, il faut aussi l'implémenter avec les familles. Et des fois, des gens interviewés se sentaient inconfortables de dire à quelqu'un de ne pas embrasser sa maman, par exemple, parce qu'on a l'impression de rentrer vraiment dans les sphères privées du résident avec sa famille. Donc, ce n'était pas nécessairement évident, mais c'est un rôle qu'on doit assumer. Deuxièmement, on vient en secours du lien social. Et ça, c'est tout le monde s'active pour être vraiment très proche du résident. Et c'est surtout emblématique quand l'EMS est fermé aux visites extérieures suite au décret fait par la Confédération, donc par le Conseil fédéral, où tous les EMS en Suisse ont fermé. Et là, les équipes ont dû y aller et s'assurer, surtout les équipes d'animation ont pris un rôle très important organiser des appels Skype ou autres avec les familles, trouver une façon de contourner un peu les règles pour se rencontrer dans les jardins parce qu'il y a plus de distanciation et tout ça. Et je vais passer au prochain, mais juste un point sur les restaurants parce que j'ai retrouvé, pour moi c'est découvert, mais la vie d'un MS tourne beaucoup autour des repas et des restaurants. C'est là où les gens se retrouvent entre eux, avec des autres membres du personnel, mais aussi il y a des grandes baies vitrées, on voit la vie à l'extérieur. Et plusieurs membres du personnel ont mentionné que c'est très important de garder les restaurants fonctionnels. D'ailleurs, le seul moment quand ça ferme vraiment en termes de repas, c'est pendant la flambée du Covid qui a lieu dans l'EMS. Et là, il y a un changement radical dans le fonctionnement au sein de l'EMS. Et ça arrive très, très vite. On a 6 cas positifs un week-end et chaque jour, il y a une dizaine de cas de plus. En quelques jours, on a plus de 40 cas positifs parmi les résidents. Tous les repas des résidents sont donnés en chambre et ça veut dire une organisation logistique énorme de donner à manger à plus de peut-être 90 personnes qui sont sur 7 étages différents, 3 fois par jour, qui savent chacun le repas qui leur correspond, que ça soit gardé chaud, que la personne a l'aide qu'elle a besoin pour manger peut-être. C'est une réorganisation totale de l'institution, de la façon de fonctionner. Et ça vient en même temps qu'il y a après juste seulement les cas positifs, les personnes qui étaient positives devaient rester confinées dans leur chambre et les autres pouvaient sortir, mais il n'y avait pas beaucoup à faire à l'extérieur non plus. Et les visites pouvaient continuer pour les gens qui n'étaient pas malades, mais c'était très limité. Et tous les jours, il y a aussi du personnel qui tombe malade ou qui sont positifs. Et donc, il y a une énorme priorité, c'est de réorganiser chaque jour toutes les équipes pour avoir assez de gens pour prendre soin des personnes âgées. Et c'est particulièrement difficile peut-être pour les infirmiers parce que les infirmiers peuvent être remplacés par des autres infirmiers. Tandis qu'amener le plateau, à la fin, les civilistes sont venus aussi donner main forte. C'était plus flexible, les gens sont plus polyvalents pour certains types de tâches. Mais les infirmiers, il fallait les retrouver. Et les autres EMS sont impactés dans la deuxième vague aussi. Donc, les agences intérimaires, elles étaient débordées par des demandes d'infirmières et c'était très compliqué. Le temps, c'est le sujet qui ressortait le plus, peut-être dans les interviews des individus, le sens de ne pas avoir le temps de faire leur travail comme ils voulaient le faire. Donc, il fallait prioriser. Il n'y avait pas assez de temps parce que prendre soin de la personne âgée, ça prend du temps.
Aider quelqu'un à s'habiller, ça prend du temps. On doit le faire lentement, on doit discuter avec la personne. On ne peut pas juste le faire vite fait, laver quelqu'un, l'aider à se lever. Toutes ces choses prennent du temps parce qu'il faut le faire avec soin et avec patience. On ne peut pas le faire vite fait. Et donc, il y avait beaucoup plus de demandes parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont alités, qui ont aussi des diarrhées, qu'il faut nettoyer, qu'il faut être monitoré, il faut de l'oxygène. Il y a plus de demandes pour la personne et moins de temps pour le faire. Donc, certaines choses doivent être priorisées et certaines choses vont être laissées de côté. Donc, par exemple, peut-être un jour, on ne va pas servir le potage parce qu'il n'y avait pas de temps. Donc, pour moi, c'était important de soulever tout ça. Ça a amené à une énorme souffrance des équipes. C'est aussi quelque chose qui est ressorti énormément dans les entretiens, lié d'un côté à un sentiment de culpabilité de pourquoi ce virus est rentré dans l'EMS et de ne pas avoir fait son travail, de ne pas avoir le temps de faire le travail comme il le voulait. Il y avait une énorme souffrance parmi le personnel que je trouve qui n'était pas très reconnue à l'extérieur, dans le sens où on avait l'impression, surtout pendant la deuxième vague, qu'il y avait deux réalités à part, ce qui s'est passé dans un EMS et la vie normale qui continuait à l'extérieur. Il n'y avait pas cette même élan de solidarité qu'on a trouvé dans la première vague et les équipes l'ont aussi souvent mentionné. Juste pour finir, je vais venir sur le point que je trouvais qui ont donné de la résilience aussi à l'EMS, qui est la résilience, ça vient des équipes à la fin du compte. Ils avaient tous une vision partagée sur l'importance d'être centrés sur les résidents et ses besoins. Le fait qu'ils partageaient ces visions fait qu'au moment qu'ils avaient l'opportunité de réadapter l'organisation pour suivre les désirs des individus, ils ont pu le faire. Ce n'était pas chercher la facilité d'institutionnaliser les gens à un moment donné. Ce n'était pas la facilité pour le personnel. C'était difficile de faire ça. Ils cherchaient surtout à être avec l'individu et leur projet individuel. La stabilité des équipes, il y avait peu de tournements. Globalement, les équipes sont là depuis un moment. Ils se connaissent bien. Ils connaissent les résidents très bien. Ils connaissent les familles. Donc, il y a une organisation interne qui se fait très informelle parce que les gens se connaissent très bien aussi. On a senti la différence qu'on avait beaucoup d'infirmiers intérimaires. Il fallait les accompagner aussi parce qu'ils n'avaient pas accès à cette même information informelle, peut-être, pour des gens qui se connaissent très bien. Aussi important de mentionner, j'ai presque fini là, c'est l'espace des discussions. Il y avait quand même il y avait des difficultés dans toute cette réponse-là. Il y avait différentes opinions sur des choses qu'on aurait pu faire, pas faire ou autre, et des frustrations par rapport à ça. Mais dans tous les cas, tout le monde a dit qu'ils ont parler de ces choses-là avec leurs équipes, avec la direction. Donc, il y avait quand même un espace de parole qui a aidé les gens aussi à externaliser les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et ça fait que ça a contribué beaucoup à cette flexibilité des équipes qui devaient se réorganiser, apprendre de nouvelles tâches, de nouveaux rôles et une grande solidarité entre eux qu'ils ont mentionné était très important pour eux. Pendant la deuxième vague, c'est ça ce qui les a plus aidés peut-être. Et finalement, et c'est un point qui est ressorti aussi dans les interviews exploratoires que j'ai fait dans les autres EMS, c'est la proximité du management. C'était très important de sentir que les cadres, la direction étaient prêts et ils étaient prêts. Il y avait quelques tensions sur certains cadres, mais globalement, les gens sentaient qu'ils étaient accompagnés. Et c'était quelque chose qui était sorti dans les interviews exploratoires aussi, comme quelque chose soit de positif ou de négatif quand les équipes dans autres EMS étaient totalement seuls à résoudre des problèmes. Et la proximité du management aux résidents, qui connaissaient les familles, qui connaissaient les équipes, était aussi extrêmement importante pour aider les équipes à faire face. Donc ça, c'est globalement les résultats. Je vais très vite, il y a beaucoup de détails là-dedans que je ne vais pas soulever, mais je laisse la parole à M. Hubert pour partager un peu son expérience ou son point de vue sur ce que j'ai restitué ou des choses que vous voudriez ajouter ou poser. Voilà. Merci Kate. On va voir si la caméra est intelligente. Oui. Donc, peut-être pour compléter, parce qu'il y aurait effectivement, on pourrait parler pendant des heures de ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. Ça a été effectivement des situations de guerre du point de vue sanitaire. Et quand la question, par le hasard des relations, la question s'est posée, est-ce qu'on était intéressé à participer à cette étude d'une manière ou d'une autre?
La réflexion, c'est de dire, mais quelle place on laisse à notre propre expérience d'humain dans cette institution. Alors, évidemment, sous le moment, on avait d'autres priorités. Il fallait sauver des vies, accompagner les vies qui s'en allaient, et puis essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Et puis, assez vite, le besoin s'est fait ressentir aussi de permettre, Kate parlait de la parole, d'avoir la possibilité de s'exprimer, et puis de canaliser, accompagner, sécuriser aussi l'expression de la parole, parce que certaines choses qui ont pu être dites ont été avec une certaine énergie du désespoir, parce qu'il y a des situations qui étaient vraiment difficiles, liées à nos manquements organisationnels. Tout n'était pas rose, tout n'était pas parfait. Et c'est vrai que la première vague a été assez facile à gérer parce qu'on avait peur. On n'avait pas de masque, mais c'est à peu près tout ce qu'on a vécu, alors que la deuxième vague, joli lapsus, la deuxième vague, nous avions les masques, mais nous avions plein d'autres problèmes. Et finalement, cette étude, alors il y avait de rencontrer le directeur, ça c'est assez facile, ou pas, mais j'entends ça, je ne suis pas forcément représentatif de la réalité, puis c'était de convaincre ensuite le reste de l'institution de l'intérêt de participer à une telle réflexion. Où Kate nous a servi un peu de miroir en disant parlez-moi un petit peu de ce que vous avez vécu. Et finalement, alors pour avoir discuté avec quelques-unes et quelques-uns des protagonistes de cette étude, il y avait cette satisfaction que ce qu'on a vécu n'a pas servi à rien. Parce qu'il y avait quelque part un héritage qui sera laissé, qui sera partagé. Alors on verra sous quelle forme ça peut être partagé, mais vraiment l'idée c'était de ne pas cacher ce qui s'est passé, nos échecs, nos succès, nos réussites. Kate parlait du restaurant vide. Oui, pendant 3 semaines, le restaurant était vide. Et puis un jour, la première résidente guérie revient au restaurant. Et c'était une magnifique victoire sur la vie qui continue malgré tout. Et bien finalement, en réfléchissant de manière un peu plus large, encore par rapport à ce que j'ai entendu cet après-midi, sur un peu ce que la sociologie peut apporter dans nos vies institutionnelles, c'est cette capacité de nous interroger sur nos pratiques, nous amener à réfléchir sur le pourquoi et le comment, et parce qu'on est dans le quotidien, on n'a pas forcément les capacités intellectuelles pour réfléchir de manière très abstraite. Le monde des EMS est un monde où alors les personnes résidentes ont parfois déjà des troubles cognitifs, et le personnel est composé souvent de personnes qui ont des formations très j'ai pas envie de dire faible, parce que toute formation est belle par définition, mais certaines personnes n'ont pas fini l'école primaire, d'autres ont juste fini l'école primaire. Puis tout à coup, arriver avec une étude scientifique, avec le milieu académique, ça peut faire peur aussi. Donc c'était une manière de rendre accessible la science appliquée à la réalité pour mieux comprendre, mieux partager ce qu'on a vécu. Donc, voilà. Moi, j'ai eu finalement du plaisir. Je me serais bien passé de cette deuxième vague, mais de se dire, on a pu réfléchir un tout petit peu à ce qui s'est passé, mieux comprendre ce qui s'est passé, puis donner aussi de l'importance au vécu des uns et des autres. La résilience est un joli mot. C'est vrai que j'ai le plaisir de découvrir des équipes finalement très robustes. La moitié du personnel est le Covid, 2 tiers des résidents le Covid, donc a priori, on n'a plus envie, c'est de partir en courant. Non, après 10 jours, 15 jours, la plupart étaient de nouveau là et prêts à revenir, et parce qu'ils croyaient, voilà, la fameuse vision partagée, c'est que la personne résidente au cœur de la mission, pour aider cette personne au cœur de la mission, il faut être sur le terrain. Voilà, donc belle expérience. Merci d'avoir insisté un peu. Ça valait la peine, en tout cas pour nous. Merci à vous. Merci infiniment pour ce partage, pour ce dialogue très enrichissant. Et d'ailleurs, ça nous permet de transitionner vers la troisième partie de cette table ronde qui est vraiment centrée sur comment organiser dans des organisations. Donc, on a la chance d'avoir Océane, Jimmy et Annabella qui ont travaillé sur 3 organisations différentes. Donc, Jimmy nous parlera du département de sociologie, Annabella des musées, et Océane et Lucas qui est avec nous en ligne sur l'aide alimentaire à Genève. Et je vous propose de répondre à 2 questions et d'essayer de répondre à partir de votre étude, de vos analyses, pour nous donner un peu un petit goût de ce qu'est l'essentiel dans les organisations en temps de Covid. Donc, la question que je pose à Annabella, qui est juste la première en bas, en bout de table, qu'est-ce qu'a été pour le monde muséal,
tel que tu aimes en parler, l'essentiel dans les organisations. Je te laisse la parole. Merci Léa. Donc en fait, oui, j'insiste sur le monde muséal parce que c'est très diversifié. En toi, parlez plus fort, parce qu'il y a la caméra qui va te suivre. L'espace ici. Ou bien ici. Ici. Elle va se déplacer. Bien. Donc oui, j'insiste sur le monde muséal parce que c'est en fait un monde très diversifié. Il y a différents types de musées, des petits musées, des très très grands musées. Et moi, je me suis vraiment intéressée aux musées donc, dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud. Et en fait, quel que soit ce type d'organisation, l'essentiel qui s'est vraiment démontré, c'était de continuer en fait à remplir les missions des musées qu'on peut résumer très brièvement entre la préservation, la conservation et aussi la transmission de connaissances. Et en fait, pour continuer à remplir ces missions, c'était de continuer à collaborer entre les équipes. Et donc ça a été permis notamment par le télétravail qui a été beaucoup encouragé et aussi par assurer en fait de la base qui était de surveiller aussi les musées pendant ces périodes où tout était fermé. Et il fallait quand même qu'il y ait une personne qui surveille les collections, qui vérifie que rien n'a été cassé, une personne qui relève le courrier, des choses qui étaient vraiment très basiques. Et pourtant, en fait, il n'y a pas eu d'arrêt de production de savoir. Donc, en fait, cette deuxième mission de transmettre des connaissances, en fait, c'était aussi essentiel pour les musées parce que c'est aussi ce qui leur donne aussi leur raison d'être, c'est de continuer à proposer quelque chose à un public. Et ça s'est fait, par exemple, en ligne ou en fait, voilà, des petites solutions bricolées avec un petit smartphone ou sinon en tant que relais d'information de choses que d'autres musées faisaient. Et du coup, c'était vraiment de par ces choses, continuer en fait à remplir ces missions. Merci. Merci, Annabella. Jimmy, est-ce que je peux te laisser répondre à la question de qu'est-ce qui a été essentiel pour le département de sociologie? Alors oui, moi je me suis intéressé au département de sociologie ici à l'Université de Genève. Et donc au début de la crise, avec les mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral, il y a des mesures de confinement, de télétravail, etc., qui ont fortement impacté l'enseignement. Donc l'ensemble des activités en présentiel ont été suspendues au début de la crise. Et du coup, tous les efforts, ils ont été portés sur la continuité de l'enseignement à distance. Et dès lors, il a fallu réagir dans l'urgence, repenser, adapter l'ensemble du système pédagogique universitaire aux mesures sanitaires. Et de par cette dynamique d'adaptation de l'enseignement, l'essentiel du point de vue du corps enseignant, ça a été d'une part de garder le contact avec les étudiants et étudiantes à distance, et d'autre part, ça a été d'assurer la transmission du savoir scientifique, non plus en face à face, comme c'était le cas avant la pandémie, mais entièrement à distance. Et ceci afin de poursuivre la formation des étudiants et des étudiantes, leur donner la possibilité de passer leurs examens en vue d'obtenir leur diplôme. Mais néanmoins, ce que j'ai pu voir, c'est que même si une partie de l'essentiel a été assurée, donc justement en leur permettant de poursuivre la formation de nouveaux diplômés au sein du département, il y a une dimension essentielle de l'enseignement qui a été perdue, et c'est une dimension qui est basée sur les relations sociales physiques. Et ça a notamment été causé par le passage de l'enseignement à distance, avec la médiation numérique qui a fortement impacté les relations entre les étudiants et étudiantes eux-mêmes et aussi avec les enseignants. Et donc finalement, le maintien de l'enseignement à distance, il s'est fait au prix d'un apprentissage en dehors de son contexte social. Et donc le basculement vers un modèle pédagogique à distance a montré finalement que l'essentiel de l'enseignement ne repose pas seulement sur la transmission du savoir scientifique, mais c'est aussi sur la manière dont les étudiants acquièrent ces savoirs individuellement et collectivement. Merci beaucoup, Jimmy. Et Océane, est-ce que je peux te laisser répondre à cette question essentielle? Tout à fait.
Alors nous, du coup, voilà, pour rappel, on a étudié les distributions alimentaires qui ont eu lieu au Vernet pendant la crise du Covid et la coordination du système de politique sociale qui s'est faite là autour et la réponse qu'elle a apportée à cette précarité qui a soudainement été visibilisée de manière très forte et qui a surpris, qui a choqué le monde entier jusqu'au New York Times. Donc, indéniablement, vraiment, cette crise sociale que la pandémie a provoquée a mis sous pression ce système de politique sociale, a mis en évidence ses failles et ses lacunes. Et elle a contraint, en fait, les différents acteurs, tant institutionnels qu'associatifs, et également de la société civile qui a également participé très activement à ça, à se coordonner pour finalement maintenir l'essentiel de la mission, à savoir nourrir la population et assurer des besoins vitaux. Donc là où normalement on avait un système social marqué par certaines difficultés à se coordonner, par des tensions autour de la répartition des charges, des compétences, une lourdeur administrative, une complexité du système, on le voit soudainement dans ce moment de crise aiguë, une levée des contraintes habituelles, une facilitation des accès aux ressources au niveau de l'organisation, mais aussi une facilitation de l'accès aux prestations pour les bénéficiaires. Donc, au point culminant de la crise, c'est vraiment des prestations inconditionnelles qui sont délivrées aux bénéficiaires de l'aide sociale et qui sont symbolisées de manière très forte par le colis alimentaire qui sera distribué au Vernet. Donc finalement, en recentrant l'action collective autour de cet objectif commun qui est finalement une urgence vitale, les acteurs de ce système de politique sociale sont parvenus finalement à dépasser les difficultés organisationnelles rencontrées en temps normal. Merci Océane. Donc on observe vraiment une sorte l'essentiel tourne pour beaucoup autour de la question de la continuité, de comment est-ce qu'on s'organise on continue à s'organiser pendant une période de crise. Et d'après vos analyses, qu'est-ce qui se pérennisera donc dans les organisations? Jimmy, est-ce qu'on commence par toi? Qu'est-ce qui se pérennisera donc dans le département? Moi, je pense qu'il y a 2 points. C'est difficile déjà de dire, parce qu'on a vu déjà que les différentes vagues avec les différents semestres, à chaque fois, ça a été différent pour l'enseignement. Mais je pense qu'on peut faire ressortir 2 points. Donc, un premier point, c'est que depuis plusieurs années déjà, depuis même plusieurs dizaines d'années, l'enseignement étend progressivement vers un modèle pédagogique centré sur l'interaction et la réflexion, davantage plus que sur la transmission du savoir scientifique, on va dire. Et je pense que la crise, elle est venue renforcer cette tendance-là. Donc, on a vu qu'il y a eu de plus en plus d'enseignants, enseignantes qui ont mis l'accent justement sur l'interaction et la réflexion pendant la crise. Et je pense que c'est un premier élément qui sera pérennisé, qui va perdurer au-delà de la crise. Et donc ça, je pense que c'est un premier élément. Et un second point, c'est les modalités d'enseignement. Donc je pense que un modèle d'enseignement qui va rester, ce sera un modèle plutôt hybride, et pas un modèle exclusivement soit en présentiel, soit à distance, mais vraiment plutôt une sorte de combinaison entre les deux, soit par exemple des enseignements qui seront donnés en présentiel mais qui seront enregistrés, soit qui seront diffusés en direct, en ligne, pour permettre par exemple à des étudiants qui ne pourraient pas être là, c'était le cas au début de la crise, par exemple à cause des quarantaines, maladies, etc., de pouvoir justement suivre le cours à distance et de pouvoir quand même interagir, pouvoir garder cette interaction avec l'enseignant ou l'enseignante. Donc voilà, je pense que c'est ces 2 points-là qu'on peut retenir, qui pourraient être pérennisés. Super Jimmy. Et dans le cas de votre étude, Océane, qu'est-ce qui se pérennisera, penses-tu? Alors, je pense que l'output de cette crise, il est avant tout organisationnel. Cette crise, elle permet vraiment de mettre en évidence le déficit, les conséquences vraiment néfastes sur la population que provoque un déficit de coordination entre les différents acteurs de l'aide sociale.
et les conséquences d'un système trop complexe, de ces failles organisationnelles. Donc en fait, au moment de la sortie de crise, il y a vraiment cet enjeu de réussir à inscrire dans la durée cet esprit de collaboration qui est né au Vernet. Voilà, il y a eu une capacité, en même temps qu'on a vu les failles, on a aussi vu la capacité de répondre de ce système, sa capacité à s'adapter, à se coordonner ensemble. Donc, comment inscrire dans la durée cette capacité à se coordonner en faveur, en fait, finalement des bénéficiaires, puisque c'est sur eux que finalement pèsent les lacunes du système. Donc, on observe en fait à la sortie de cette crise le développement de la mise en place de certaines structures nouvelles, comme par exemple le Bureau d'information sociale, qui est une structure qui réunit sous la même bannière différents acteurs du domaine du social et de la santé, qui vise justement à faciliter l'accès des bénéficiaires aux prestations sociales qui ne sont du coup plus inconditionnelles. Donc, des nouvelles structures qui viennent encadrer cette collaboration, cette coordination, et qui, on l'espère, vont permettre de maintenir ce cap, disons, collaboratif qui, plus que jamais, vraiment est extrêmement fondamental dans une perspective d'amélioration de ce système de politique sociale dont on a vu les failles pendant la crise. Donc je dirais, pour conclure, vraiment cette crise comme opportunité de voir ce qui ne fonctionne pas, de se mettre autour de la table et d'ouvrir un dialogue et de construire quelque chose pour améliorer. Voilà. Merci Océane et Jimmy. Donc on voit qu'on essaye d'innover, de créer. Et pour Annabella, dans le monde des musées, comment qu'est-ce qui se pérennisera? Alors en fait, pour les organisations qui en fait ont un peu cassé les silos entre les différents départements pour répondre en fait à des problèmes pendant cette crise, donc par exemple l'utilisation du numérique, donc par exemple les personnes qui étaient dans les groupes de maintenance, en fait avaient plus de compétences technologiques que les personnes en charge des collections, et en fait elles ont appris à vraiment plus collaborer ensemble. Et ça, je pense que ça se ressent qu'en fait, il y a eu cette volonté de plus collaborer et un peu plus de transversalité aussi dans leur manière de travailler. Et un autre point important, c'est vraiment le télétravail. Donc, dans certaines organisations, c'était déjà présent. Et parce qu'il n'y a pas d'espace pour avoir autant de personnes. Et du coup, certaines personnes devaient travailler à la maison. C'est aussi que les musées, en fait, ils travaillent aussi beaucoup en réseau. Il faut beaucoup se déplacer à d'autres endroits. Et en fait, il y a cette volonté d'enlever en fait ces déplacements qui font perdre du temps et de continuer en fait à collaborer avec différents acteurs en utilisant ces nouveaux outils. Et ça, clairement, ça se représentait fortement. Super, merci Annabella. Donc, on arrive au terme de cette table ronde. Mathilde, qui est avec nous. Est-ce que je peux te laisser... Oui. En tant que chef d'orchestre et prof de tout cet atelier, est-ce que tu es d'accord de reprendre la main et de donner la parole pour des questions-réponses, des interventions du public notamment, s'il y en a, pour que ce soit un peu dynamique et puis qu'on arrive à peut-être... Je voulais d'abord remercier tout le monde parce que on est passé d'une présentation à l'autre et puis comme des petits sauts de puce, mais on n'a pas réussi à dire merci aux personnes qui présentaient, donc je voulais juste les remercier et surtout de l'avoir fait dans ce contexte. Alors, je voulais juste dire qu'en vous écoutant aujourd'hui, donc c'est pas la première fois que je vous écoute, bien sûr, mais vous le faites de façon là contrainte par le temps, dans un format hybride. Ça représente bien aussi tout l'effort et le travail que vous avez fait pendant cette année, c'est-à-dire ne pas être dans des conditions toujours extraordinairement faciles pour faire toutes ces enquêtes, même si vous avez eu l'appui non seulement de l'équipe là, mais aussi des gens qui vous ont reçus soit dans leurs institutions, soit qui ont répondu à vos questions. Donc ça, c'était très chouette. Moi, je voulais juste dire, j'avais envie de revenir sur 3 mots avant de laisser la parole peut-être à ceux qui nous ont rejoints, qui étaient dans les focus group avec nous aussi, ou entre vous, si vous avez des choses à vous dire.
en vous écoutant, j'ai retravaillé autour, vous vous souvenez des premiers mots au tout début de l'atelier où moi j'essayais de pousser un peu un agenda autour du mode dégradé, c'est-à-dire finalement fonctionner malgré tout, malgré l'impréparation, malgré tout à l'heure, Monsieur Hübner, vous avez parlé des manquements organisationnels. Et puis, progressivement, on s'est dit non, mais c'est pas le mode dégradé, ça va pas forcément toujours nous aider. Je sais que Annabella voulait pas parler de mode dégradé tout à fait pour les musées. Finalement, Jimmy, pour le département, voulait pas non plus tout à fait parler de mode dégradé. Au début, le titre, je me souviens, avec Lucas et Océane, c'était l'aide alimentaire en mode dégradé. Puis finalement, non, on a enlevé ce mode dégradé aussi. Et puis pareil pour le MS et le mode dégradé. Ben non, en fait, c'était pas tellement du mode dégradé. C'était. Alors, je voulais revenir un peu là-dessus, nous interroger peut-être collectivement sur pourquoi ce mode dégradé, au fil du temps, nous a plus convenu. Alors, je crois qu'une des choses, c'est que on a essayé aussi de parler de résilience. Et là, je ressens une tension, c'est-à-dire plutôt mettre l'accent sur des choses plus positives qui se sont passées et qui ont réussi à être mises en place malgré tout. OK, donc nous, peut-être pour l'enseignement, ce serait le forum hybride, ou c'est qu'on est en train de vivre cette conférence un peu à distance, là, avec de l'hybride et des gens en présentiel. Et puis, oui, on s'en accommode. Et oui, c'est à la fois, moi, je pense que c'est à la fois un peu du mode dégradé, mais oui aussi, ça donne de la robustesse à nos modes de travailler ensemble. Et dans cette résilience, j'entends l'opposé qui est le livre, je l'ai acheté avant de partir là, contre la résilience, c'est-à-dire, mais il y en a marre de cette résilience finalement. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux d'emblée? Parce que finalement, la résilience, ça peut renvoyer aussi, comme disent, je pense à Eva Illouz, mais comme disent beaucoup de gens maintenant et de philosophes en particulier, ça renvoie chacun à ses capacités individuelles et au fond, ça n'aide pas beaucoup le collectif. Être résilient, certes, mais dans des conditions parfois tellement acrobatiques qu'il ne faudrait pas s'habituer à ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des conditions organisationnelles un peu plus stables, un peu plus réfléchies, un peu plus anticipées? Là, je renvoie à ma discussion avec les étudiants tout au début de l'atelier en septembre, où moi, en tant qu'observatrice des plans pandémie et de toute cette réflexion autour de la pandémie et des préparations pandémie de ces 20 dernières années, je suis complètement atterrée du manque finalement de percolation dans les institutions des différents plans qui existaient, ou en tout cas une manière de penser les pandémies qui n'était pas non, pas du tout quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ce ne sont pas des signaux noirs, ce sont vraiment des choses auxquelles plein de gens réfléchissaient, mais probablement ça n'avait pas suffi à être incorporé dans différentes institutions. Donc ça, c'était mon deuxième point. Alors, cette tension entre résilience et un peu contre la résilience aussi, et je pense que les sociologues des organisations doivent faire attention à pas trop, à la fin, toujours tourner les choses en disant mais ouais, non, mais finalement, hop, et ça a bien marché, parce que à quel prix au fond? C'est ce prix à payer qui est aussi très lourd. Et je voulais terminer sur cette dernière question posée par Léa autour de qu'est-ce qui va se pérenniser, et ce mot de réservoir critique, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans toutes ces dynamiques pendant l'année et les années écoulées ou les 18 mois écoulés, va constituer, et on le voit bien dans l'affaire des Vernets et de la proposition qui est faite avec le Bureau d'information sociale, ou en tout cas comment l'aide sociale à Genève, d'un seul coup, en prend un coup, et c'est comme un coup sur la cafetière, et de se dire waouh, non mais on doit faire mieux que ça, c'est pas possible, il faut qu'on se réforme. Et qu'est-ce qui, dans les différentes institutions, organisations, mais même au sein de l'OFSP, au sein de toutes ces coms de crise, partout où on a pu aller, qu'est-ce qui va constituer cette espèce d'élan pour faire beaucoup mieux, faire différent, faire plus inclusif, faire... Annabella, vous parliez de... évidemment, le télétravail pour essayer aussi d'avoir des transports moins polluants, ou en tout cas de prendre en compte la question climat, ou en tout cas cette transition
climatique dans les pratiques des organisations. Donc bref, qu'est-ce qui, dans cette pandémie, va être non pas juste on va vite oublier, fermer le couvercle dessus, mais en quoi, et j'aime pas forcément le monde d'après, mais cette pérennisation, elle vient, je pense, de ce que les acteurs ont découvert comme capacité et de choses qu'ils peuvent mettre en place maintenant, peut-être avec plus de confiance ou en tout cas avec plus d'élan politique pour le faire. On parle dans les organisations, et le concept n'est pas de moi, mais de... voilà, je bloque sur le nom, mais c'est pas grave, de réservoir critique, qui est une manière d'être abrasif un peu et de se dire, bon, et de se dire, on va faire différemment. En tout cas, on va tenter et ça va être peut-être un accélérateur de ces nouvelles façons de faire. Donc moi, je retenais, mode dégradé nous sert un petit peu quand même, la résilience et la contre, et être un peu contre la résilience aussi en se disant, bon, on ne peut pas toujours mettre les gens dans des situations aussi catastrophiques, et comment faire? Et donc, ce réservoir critique dans cette réflexion sur la pérennisation. Je ne sais pas, moi, ça me permettait de continuer à réfléchir à ces questions cet été, on va dire. Je ne sais pas si ça suscite de la discussion, soit des étudiants, soit de... Je vois Aurélie ici, ou Céline Lepage qui était avec nous, personne qui était avec nous dans les focus group. Qui vous voulez? On a de toute façon Kate ici qui voudrait bien prendre la parole à un moment donné, mais est-ce que d'autres personnes dans la salle virtuelle aimeraient bien intervenir ou répondre Oui. Je n'ai pas les noms sous les yeux. Sylvain, je vois que Sylvain voudrait dire quelque chose. Oui, voilà, Sylvain. Bonjour, je suis peut-être le seul non-sociologue dans la salle, je m'en excuse. Je travaille comme médecin au Hugues, mais je suis très intéressé et impliqué dans différents groupes de réflexion au sein de mon institution autour de la diversité, autour de l'égalité. J'ai vécu de plein fouet la crise du Covid, on a vu quand même pas mal d'aspects. Voilà, c'était juste pour dire qui intervenait. Et ma question est la suivante, ma question au panel, hein, ce n'est pas une personne en particulier, on a entendu parler d'agisme, merci de l'avoir mentionné. Tout à l'heure, on entendra plusieurs orateurs sur la jeunesse dite sacrifiée pendant cette crise. Hein. On a mis plus de temps, je crois, à offrir des protections hygiéniques à des jeunes étudiantes précaires qu'on a mis à mobiliser des colis du cœur. Alors oui, c'est important de se nourrir, mais je crois que c'est aussi fondamental de pouvoir offrir d'autres soins de base, y compris à des ressortissants de notre pays qui peuvent être précaires, je ne vous l'apprends pas. Et ma question est la suivante, c'est que finalement, on a vu du très joli en termes de solidarité, on a vu du moins joli, on a vu parfois une absence complète de solidarité. Et je m'interroge sur les leçons du Covid pour les générations à venir, ou en termes de solidarité intergénérationnelle, les leçons du Covid que retireront les grands enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain, les jeunes adultes de demain qui seront les grands adultes, les jeunes adultes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain, et les gens productifs actuels qui seront les retraités de demain. En finissant juste sur le fait que ça non plus, je n'apprends rien à personne, mais ces questions existaient déjà. Hein. M. Berset, avant de s'occuper du Covid, s'occupait de la réforme de l'AVS et on entendait déjà la grogne des jeunes et des personnes actives de dire on ne va quand même pas mettre tant de milliards ou de millions pour financer ces vieux qui finalement n'apportent plus grand-chose. Voilà.
Voilà, je laisse qui veut s'exprimer ou pas. Est-ce qu'on donne à Aurélie la parole? On prend quelques questions, quelques commentaires. Aurélie, tu as ta main levée. Oui, ouais, bonjour. Donc moi, j'avais participé à un panel avec des gens de différentes entreprises et donc je travaillais dans une étude d'avocats qui n'avait rien mis en place et j'y travaille plus, mais ils ont toujours rien mis en place. Et donc j'ai été intéressée aussi d'entendre peut-être les différentes études qui ont eu lieu plutôt dans des institutions publiques ou parapubliques sur la question du coût. Parce que je pense que dans l'étude dans laquelle je travaillais, il n'y avait pas de plan pandémie ou pas de plan du tout de continuité, qu'il n'y en aura pas dans le futur, parce que c'est un coût et que ça n'intéresse pas un grand nombre d'employeurs. Donc, on l'avait vu aussi avec le télétravail qui était obligatoire mais sans sanction, donc qui n'a pas été mis en place dans la structure dans laquelle je travaillais. Donc, je serais aussi intéressée de savoir comment... Je trouve intéressant ce que vous pensez qui va perdurer, mais par exemple pour l'université aussi, ça aurait un coût de perdurer ces systèmes hybrides. Est-ce que réellement c'est des systèmes qui vont perdurer ou est-ce qu'on va oublier à nouveau ce que c'est une crise et puis retomber dans des systèmes moins coûteux, mais qui ne sont pas très résilients? Merci. Super. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle virtuelle avant que je passe la parole à Kate? Oui. Je voulais juste dire que ce que Kate a dit, moi je travaille dans un hôpital comme infirmière. Ce qui s'est passé, son évaluation de ce qui s'est passé en EMS est assez sensiblement la même en hôpital. Donc je rejoins tout à fait ce qu'elle a dit en termes de réorganisation totale, d'informations qui changent tout le temps, de souffrance du personnel, etc. C'est tout à fait la même chose chez nous. C'est vrai qu'après, l'évaluation qui a été faite de ça s'est fait beaucoup sous le mode de résilience, entre autres par la direction. Et on est reparti comme en 40, comme si de rien n'était. Maintenant, c'est la course à la... J'allais dire au profit, mais non, c'est la course à la rentabilité de nouveau. Et on met les équipes de nouveau sous pression, mais très, très forte en ce moment, alors que le COVID est en sourdine à l'hôpital. La pression sur le personnel continue très, très forte. Et j'ai entendu Maro Poggia à la radio il y a quelques jours qui parlait du système de santé et des demandes du personnel en général pour améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux. Et c'était frappant de l'entendre parler des priorités du gouvernement et que, bien sûr, à la sortie du COVID, tout le monde avait des prétentions pour avoir de l'aide. Et il a clairement fait entendre que le système de santé, c'était une priorité, mais ce n'était pas la priorité pour le gouvernement. Et moi, je ne comprends pas ça. Je crois que si les systèmes de santé dans les différents pays, mais ici aussi en Suisse, étaient mieux soutenus, mieux organisés, comme disait Madame Brouillet, si on avait des plans de pandémie mieux faits au niveau des hôpitaux, mais si on donnait les moyens aux hôpitaux de mettre ça en place, et les EMS, etc., ce serait peut-être qui a entraîné tout ce que ça a entraîné. Je suis très troublée qu'à la fin de cette pandémie, le constat soit celui-là, c'est-à-dire que les hôpitaux ou le système de santé doit se contenter de ce qu'on lui donne et même si ça a eu toutes les répercussions sociales que ça a eu, on ne tient pas compte. Je trouve que au niveau du mode dégradé, c'est vraiment... on n'apprend pas de ces erreurs-là. En tout cas, pas suffisamment, à mon avis. Merci beaucoup pour votre intervention. Kate, est-ce que je peux te laisser? Oui, je vais faire hyper vite. Ça touche un peu à différentes choses qui ont été dites, mais c'était...
ce n'était pas l'objet de l'étude, donc je ne l'ai pas inclus, mais une question qui m'a interpellée aussi par rapport à ce que j'ai découvert au sein de l'EMS, c'est que j'ai quand même l'impression énorme que les EMS ont dû se débrouiller entre eux parce que, par exemple, il n'y avait pas une stratégie de testing du personnel des EMS. Au tout début, tu ne pouvais pas te faire tester tant que tu n'avais pas de symptômes, même au début de la deuxième vague. Et je trouve ça incroyable. J'ai travaillé avec Médecins Sans Frontières avant, mais c'est des stratégies épidémie, testing. Je trouvais ça incroyable que les assurances ne reconnaissent pas systématiquement que les membres du personnel des EMS, s'ils ont le COVID-19, c'est lié à leur travail. Je trouve ça incroyable. Ce n'est pas le cas pour toutes les assurances. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont vraiment choquée un peu, mais je n'ai pas fait une étude sur ça. C'est un sujet qui m'intéresse peut-être plus tard. Mais les EMS fonctionnent dans un environnement aussi. Et cet environnement, j'ai l'impression que c'était... Bon, peut-être que je me suis venue un peu, mais j'ai l'impression que c'était entre les EMS qu'il fallait se débrouiller. La première vague, il y a eu quand même l'armée, les dispositifs, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour les distributions qui a aidé. Mais la deuxième vague, je trouve que c'était quand même entre eux à se débrouiller. Et les civilistes qui ont aidé. Oui. Est-ce que vous aimeriez, M. Hübner, dire quelque chose? Sans obligation. Ça me permet d'enlever le masque. Non, mais cette question du mode dégradé qui a été évoquée tout à l'heure, alors nous n'avions pas de plan de protection, je le reconnais très humblement. Et puis, je ne suis pas sûr que dans 2 ans, on aura un plan de protection actualisé, parce qu'on a aussi envie, quelque part, d'oublier ce qui s'est passé, parce que c'est juste insupportable d'être toujours dans cette pression des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Et puis alors, pourquoi après, on ne parle pas du mode dégradé? Je n'avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que dans dégradé, on n'est pas très loin de dégradant. Et puis quand on est en mode dégradé, ça veut dire que finalement, on ne travaille plus très bien, alors qu'on peut anticiper un mode dégradé. D'ailleurs, on l'avait fait, il était passé. Mais une fois qu'on est dans la vraie vie, ben, on n'est plus dans le dégradé, on est dans le réel. Donc après, on ne réfléchit plus tellement sur la notion de ce qu'on fait. Tout à l'heure, j'ai aussi entendu pas de plan de protection dans mon étude, enfin, feu mon étude, mais c'était une bonne raison de changer d'étude. Moi, je trouve que voilà, c'est aussi un bon test sur le sens des responsabilités de l'employeur, de comment est-ce qu'il protège, il accompagne son personnel dans des difficultés sanitaires en l'occurrence. Alors, dans un EMS comme dans un hôpital, vous ne pouvez pas dire au personnel restez chez vous. C'est un peu difficile d'imaginer un EMS en autogestion où les résidents font eux-mêmes à manger, même si ce sera un concept à creuser un petit peu. Mais j'ai trouvé aussi assez intéressant de voir comment certains ont été très créatifs, d'autres à l'extrême ont obligé les gens à être en télétravail parce que surtout pas prendre de risques, puis pas investir un tout petit peu dans l'infrastructure qu'on peut mettre en place. Mais je trouvais que c'était... moi, je trouve assez réjoui de voir tout ce qu'on arrivait à faire avec un tout petit peu de bonne volonté, tout ce qu'on n'avait pas imaginé pouvoir faire avant. Et puis tout à coup, état de nécessité fait qu'on a eu beaucoup d'idées et certaines choses vont perdurer. Alors chez nous, le télétravail a été appliqué de manière très modérée pour le personnel administratif. Le membre de la direction aussi fait de temps en temps du télétravail, même s'il est important d'être sur le terrain. Mais en même temps, c'était tester notre capacité à gérer à distance une institution. Typiquement, ce qu'on fait maintenant par écran interposé, au début, ça ne marchait pas, et puis c'était toujours coupé, alors que maintenant, vous avez vu, tout le monde est super confortable avec les interfaces Zoom. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose que collectivement, on a appris. J'ai participé à un certain nombre je fais partie d'un certain nombre d'organisations fêtières, cantonales ou fédérales du monde des EMS. On se voyait régulièrement. Et puis là, tout à coup, depuis l'année, on ne se voit plus, sauf par écran interposé. Et puis là, qu'on reprend le chemin du présentiel, on se dit, au fait, aller à Berne pour 2 heures de séance, c'est vraiment intelligent. Alors, c'est sympa de se voir. Maintenant, on ne peut pas encore vraiment se faire la bise, mais voilà, c'est aussi important ce côté tactile du lien humain. Mais on peut être beaucoup plus efficace en visioconférence. En 1 heure, on peut dire plein de choses. Et on n'a pas besoin de perdre une journée multipliée par 15 personnes. Voilà, donc ça fait partie de ces enseignements, je trouve assez... Finalement, merci le Covid pour ça, parce que ça nous amène à réfléchir de manière très différente sur ce qu'on pensait être impossible un temps. Et bien maintenant, c'est tout à fait presque banal, parce que we did it, donc c'était possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir encore une intervention d'Émilie qui lève la main virtuellement, et ensuite je crois qu'on arrive au bout, on conclura, on a encore quelques minutes, encore 3 minutes.
Merci Léa. Ouais, je voulais juste réagir déjà, vous dire encore bravo et merci. C'est super enrichissant d'avoir ce retour, même si je le connaissais en partie, mais c'était bien de l'entendre en vrai, comme quoi le direct, même virtuel, ça a toujours son intérêt. Je voulais juste réagir rapidement sur cette synthèse que proposait Mathilde, cet exercice réflexif que proposait Mathilde et sur lequel il y a eu quelques réactions. Le mode dégradé, la résilience, etc., par rapport auquel on a des doutes, etc. C'est peut-être une évidence, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'une des questions qu'on doit se poser, c'est dégradé ou résilient par rapport à quoi? Et je pense que cette crise, une de ses vertus qu'on a ressenties sans s'en rendre compte, c'est que c'était l'occasion de remettre en question le sens de ce qu'on poursuit en tant qu'objectif. Et peut-être que ce serait un cadre d'analyse à reprendre pour d'autres futures études de pandémie à voir. C'est que les structures, les organisations qui ont donné la possibilité de redéfinir le sens et les objectifs à poursuivre ont peut-être permis une plus grande résilience, si on veut l'appeler comme ça, ou en tout cas le sentiment de ne pas être dans du dégradé ou du dégradant. Voilà. Alors que quelque chose qui aurait imposé le maintien d'un but, comme ça peut réapparaître maintenant d'ailleurs, avec ce que Madame Lepage disait dans la poursuite des mêmes objectifs sans tenir compte des leçons qu'on pensait avoir tirées de cette crise, amène à une forme de ritualisme par rapport à la poursuite des mêmes objectifs et qui là, pour le coup, amène un sentiment de fonctionnement dégradé par rapport au potentiel. Voilà. Donc, simplement, peut-être réfléchir à l'objectif qui est visé derrière ces concepts de dégradé et de résilience. Voilà. Mathilde, je te laisse faire un wrap-up et... Souci avec ma souris. On n'a plus du tout de temps, mais c'était super de vous entendre. Moi, Émilie, je suis d'accord. J'ai écouté aussi Sylvain tout à l'heure et Céline. Et puis, je pense qu'on n'est pas du tout au bout de notre aventure et de l'explication. Je trouve qu'on a fait un premier pas. On documente un tout petit peu et on essaye d'habiter un peu les recoins de tout ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas du tout certaine que... voilà, moi, je reste un tout petit peu en suspens sur ce qui va se passer après parce que je ne suis pas certaine que on ne va pas voir d'autres choses à l'automne et un peu dans les mois à venir. Donc, il faut rester vigilant sur l'analyse, en tout cas, de ces tendances sociales. Et puis, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire aussi et de lier toutes nos histoires dans un beau livre ensemble pour que ça fasse du sens. Et même si, Émilie, je suis d'accord avec toi, c'est tout par rapport à quoi. Mais je ne serais pas aussi optimiste peut-être sur le fait que je trouve que ce qu'on fait là reste encore du mode dégradé et que même si d'accord on arrive à le faire, eh ben, ce n'est pas avec la même qualité d'échange, je pense. Donc il ne faudrait pas que nos institutions s'habituent à ce que on fasse tout en hybride comme ça. Et Aurélie, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûre que ça coûte si cher à l'Uni de faire comme ça. Je me demande s'il n'y a pas des baisses de coûts, en fait, hein, pour fonctionner comme ça. Nos amis économistes nous manquent là pour faire une belle analyse du mode de fonctionnement organisationnel. Je crois qu'on doit s'interrompre parce qu'après, c'est d'autres tables rondes qui sont en retard. Tout à fait. Merci à vous. Merci pour ceux qui ont animé en présence. Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon après-midi. À tous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. J'ai toujours perdu mon sourire.